Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Alors Rémi, aujourd'hui c'est notre quatrième épisode. De quoi on va parler? Alors, on vous a sélectionné 3 sujets. Le premier, c'est Silicon Shield, le bouclier de Taïwan contre la Chine, les GAFA et les newsletters, des auteurs de science-fiction à la rescousse de l'armée. Super. Mon premier sujet, le Silicon Shield. Le Silicon Shield, c'est un bouclier invisible que dont bénéficie Taïwan contre essentiellement les menaces de la Chine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rémi? Ça, c'est un truc dont on voulait parler, qui fait un petit peu un lien avec un sujet que j'avais abordé dans la newsletter à propos de la pénurie énorme qu'on subit autour des semi-conducteurs. On a pu le voir, ils sont présents dans plus d'un million d'appareils, ces semi-conducteurs, dans les frigos, les voitures, les télés. Euh, et donc, depuis notamment le confinement, avec le développement sans précédent de l'utilisation des usages numériques, on fait face à une pénurie. Et donc, toi, tu m'as forwardé un article comme quoi, a priori, comme Taïwan en fait regroupe vraiment un enfin, TSMC, une entreprise qui est leader sur son marché. Je crois que c'est 28% de la production mondiale qu'ils réalisent et dont 70% juste pour l'auto. Donc, on peut dire qu'ils sont et 90% des puces les plus avancées. Donc, ils sont vraiment au top du top. Et donc, dans cet article que tu m'as partagé, apparemment, ça racontait que cette force en fait de présence sur les semi-conducteurs serait une force et un bouclier. Yes, effectivement, c'est un bouclier. Alors comme tu le sais, la Chine, elle a eu certaines velléités sur Hong Kong, et désormais, elle a un peu dans le viseur Taïwan. Et donc, effectivement, ça peut poser pas mal de questions parce que qu'est-ce qui se passe si un acteur, peu importe lequel, met Mhm. en péril finalement le pays euh, qui finalement produit l'essentiel, c'est plus que la majorité, hein, puisqu'entre 70 et 90% des puces les plus avancées ou celles dont on a le plus besoin, qu'est-ce qui se passe s'il y a défaillance de cet acteur-là, de ce pays-là, parce il a des problèmes, donc ça devient hyper stratégique. Et Mhm. du coup, c'est ça qui m'intéressait d'avoir comme échange avec toi, parce que je sais que justement, tu as déjà traité un petit peu le sujet de la pénurie sur lequel on va pouvoir peut-être un petit peu détailler après dans une précédente newsletter. Là, ce qui m'intéresse, c'est voilà, concrètement, comment, à quel point la tech en fait peut vraiment rentrer dans des enjeux géostratégiques majeurs, parce que si s'il arrive une merde à Taïwan, on est tous pas très bien. Mhm. Ah non, c'est clair, c'est clair. Peut-être est-ce que tu peux nous rappeler, parce qu'on parle de Silicon Shield, ça vient d'où en fait cette notion de silicone? Alors, silicone, c'est ce qu'on appelle plus communément, en fait, on résume les semi-conducteurs, et du coup, Silicon Valley, qui à l'origine était la vallée qui a vu naître tous les fabricants Intel, AMD, de création de ces microprocesseurs. Et, euh, et donc, on les utilise partout, en fait, comme je disais. Et c'est pour ça que si, là, vous avez commandé une voiture neuve, vous risquez de l'attendre pas mal de temps. Et pareil sur les nouvelles consoles, on voit que sur les PlayStation 5, les Xbox, c'est impossible de les trouver. Faut avoir des alertes dans tous les sens pour pouvoir débloquer et être sûr de les attaquer et pouvoir, pouvoir en récupérer une parmi d'autres. Et qui se revendent d'ailleurs, pour ceux qui en ont acheté, se revendent beaucoup plus cher sur eBay ou autre. Et donc nous, au niveau du monde, en fait, on est complètement dépendant de ces fabricants asiatiques et en particulier les Taïwanais et encore en particulier TSMC. L'Union européenne et les États-Unis sont en train de mettre en place des plans pour être un petit peu moins dépendant de ces usines-là et pouvoir rapatrier ces savoir-faire chez nous pour qu'on n'ait pas dans ce genre et notamment sur si la Chine attaquait Taïwan, comment est-ce qu'elle serait impactée, elle? Et pourquoi en fait la Chine, elle a pas la capacité, elle, de produire elle-même ses semi-conducteurs? Eh ben pas Enfin, je te autant. dis ça, nous, on Ouais, n'est pas ouais. capable non plus, hein. Ouais, non, c'est On a clair, beau ouais, c'est clair, c'est clair. Et en fait, pas du tout. Moi, j'étais vraiment surpris en lisant cet article, c'est que non.
Taïwan, ils ont vraiment réussi, ils sont focalisés là-dessus et ils réussissent à notamment une des clés de succès sur les semi-conducteurs, c'est la finesse de gravure et eux arrivent à des là, ils vont lancer TSMC va lancer bientôt, sa nouvelle usine qui grave en alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 nanomètres et pas 4, donc hyper précis, mais qui a coûté des dizaines de milliards de dollars, dizaines de milliards. Donc c'est-à-dire que l'investissement est énorme, aussi bien, pour l'Union européenne que les États-Unis que, justement pour la Chine. Et donc, si la Chine, cette histoire de Silicon Shield, c'est que si la Chine attaque Taïwan, les usines s'arrêteront et donc ils vont être aussi impactés par ça. Donc, Donc, comme tu le disais, hein, s'il y a un problème de fourniture ou d'alimentation des semi-conducteurs, finalement, ça entraîne, puisque c'est le semi-conducteur, c'est vraiment un petit peu le cerveau des appareils qu'on utilise au quotidien. mmh Finalement, ça entraîne une mise en pause de toutes les chaînes de production. Voilà, il n'y a plus y avoir de nouveaux ordi. Je tire un petit peu, hein, mais plus y avoir ouais. de tablettes, Ah c'est de complètement ça, hein. frigos, de composants pour certaines voitures. Donc en Mmh fait, ça met à l'arrêt mh. énormément de secteurs, ouais, de secteurs économiques. En plus d'avoir un enjeu de ne plus être compétitif, parce que si Mmh. demain une autre, voilà, un pays prend la main là-dessus et décide de s'en servir comme avantage stratégique, Mmh. en fait, il met à tous les autres quelques années de retard dans les dents, parce que Mmh. aujourd'hui, voilà, tu le disais, on est hyper à la bourre. Et puis même Intel, qui était historiquement très avancé là-dessus et qui discute actuellement avec l'Union européenne pour essayer d'installer des usines, on est plutôt sur du, je crois, 7 nanomètres de mémoire. Donc là, voilà, Peut-être, ouais. c'est 2 ou 3 générations précédentes. Donc, c'est pas du tout le top du top que tu peux avoir Ouais. dans les appareils que tu achètes aujourd'hui, que ce soit ton smartphone, ta tablette ou, je simplifie un peu, mais, voilà, sur les composants les plus avancés. Alors sur les puces un peu standards, peut-être que ça pourrait le faire, mais, sur les puces les plus avancées, notamment, ouais, tu parlais des consoles tout à l'heure, mais pas que, hein, plein d'autres sujets beaucoup plus, sérieux. Mmh mh. Ça poserait de vrais, problèmes, du coup de souveraineté, de compétition et d'intelligence économique, Mmh. à plusieurs niveaux, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, quand tu m'as partagé cet article parce que pour moi, il y avait rien en fait, enfin pas grand-chose à part, l'impact géopolitique, heu, pour la Chine d'envahir Taïwan et c'est vrai que ce point-là, j'ai trouvé: «Ah bah, c'est intéressant, tant mieux pour eux, hein», quelque part. Au moins ils ont un truc parce qu'après ils ont des partenariats bien sûr avec, l'Australie, les États-Unis pour les protéger. Il y a souvent des exercices, enfin des démonstrations de force dans la mer de Chine. Mais, au moins c'est un bon point pour eux, ils ont cette petite protection, donc j'espère pour eux qu'elle tiendra, parce que je crois Tu pas tu qu'ils tiennent, à être envahis. Voilà, tu l'as dit, effectivement, hein, les États-Unis sont vraiment très, embarqués, là-dedans, et clairement, voilà, dans la configuration actuelle, ils ne laisseront rien arriver à Taïwan. Mmh mh. C'est pour ça qu'on parle de bouclier, de silicone, parce que voilà, ça les protège, et c'est pas eux qui se protègent tout seuls, c'est vraiment tous les acteurs, dont les économies dépendent, en premier lieu les États-Unis, qui ne laisseront rien arriver à Taïwan, parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, je trouvais ça intéressant sur le fait de voir comment la tech, Mmh. finalement aujourd'hui devient, plus qu'un avantage stratégique, mais carrément, voilà, un moyen de pression géopolitique, et voilà, et qui peut susciter des convoitises, mais en même temps des prises d'intérêt, et voilà, des protections assez peut-être inattendues, Mmh mh. qui font que un petit pays comme Taïwan est plutôt finalement protégé du fait d'avoir cette compétence technique dans le Mmh. domaine des semi-conducteurs. C'est clair, c'est clair. Ok, est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur ce sujet? Bah, écoute, non, 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 moi je vais suivre ça de près et Ok. en espérant que toutes ces, histoires de semi-conducteurs, nous, arrêtent de nous toucher, parce que bon, j'ai pas envie d'acheter une PS5 mais Bah, ça va, tu viens d'acheter un iPad, donc tu es tranquille c'est pour vrai, quelques années c'est vrai, c'est hein, vrai, sur ce dos. c'est clair. Encore une fois, voilà, l'intérêt de ce podcast pour nous, hein, c'est vraiment de partager avec vous, de rentrer un peu plus dans le détail de certains sujets qui ont retenu notre attention. Ça ne veut pas dire qu'on est les seuls à les traiter, mais en tout cas, voilà, ça nous paraît assez
assez intéressant pour creuser les choses. Voilà. Donc sujet Euh, 2. yes. Donc, bah, je voudrais te parler de la relation ouais, des relations entre les GAFA et les newsletters. Ah, tu pourrais me dire quel intérêt, quel rapport entre les GAFA et les newsletters. Tu me dis ça ou pas? Ouais, je te le dis. Parce que surtout, en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est depuis quelques années, et notamment, l'année dernière avec, tout le confinement, on est parti à la recherche de on le disait, en avant, de loisirs numériques et notamment newsletters qui reviennent en masse à la mode. C'est un format donc qui pourrait représenter un challenge pour les GAFA, donc le sujet, ils le prennent vraiment au sérieux. Exactement. En fait, c'est pas nouveau du tout, hein, les newsletters. Ça fait des Ah dizaines bah, d'années maintenant que ça depuis existe. l'invention des mails, quoi. Euh, Ouais. Bah ouais, tout à fait. Alors ça a longtemps eu une mauvaise image, hein, puisque on est passé un peu par toutes les étapes. Au début, la newsletter, c'était vraiment quelque chose. À l'époque, c'était compliqué de faire un site web, donc c'était vraiment le moyen d'informer, de partager avec des personnes. Et donc voilà, tu pouvais avoir une newsletter sur une thématique. Ensuite, il y a eu finalement l'émergence du web, web plutôt 2.0 avec la possibilité de faire des sites un petit peu plus facilement, l'arrivée d'outils comme WordPress par exemple qui permettaient à tout le monde de monter des blogs. Et donc finalement, ça a déporté le sujet de la publication finalement personnelle sur des supports accessibles sur Internet avec voilà, il y a les moteurs de recherche, etc. Et puis après, il y a eu les newsletters, il y a eu les réseaux sociaux qui ont embarqué et sur lesquels lui, qui constitue aujourd'hui pas mal de création de contenu. Et malgré tout, effectivement, on a observé depuis quelques mois, je dirais à peu près 18 mois, 24 mois à peu près, un vrai regain d'intérêt, une vraie traction sur les newsletters. D'ailleurs, je connais deux personnes autour de la table qui ont lancé leur newsletter il y a à peu près un an maintenant. C'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard, c'est que voilà, c'est un format qui a pas mal d'intérêt, notamment via de nouveaux acteurs qui changent un petit peu la donne. Est-ce que tu peux nous parler d'un de ces acteurs peut-être ou de Ouais. certains de ces acteurs? Beh, celui qu'on utilise tous les 2, Substack, Substack, qui permet en fait à tout un chacun de créer sa newsletter et en fait jusqu'à 1000 inscrits, on n'a pas besoin de payer. Et ils permettent aussi de, bah, à Non, il y a pas de limite, il y a pas de limite. ah, il y a pas de limite? Ah, c'est à partir Il du y a moment où où on tu active le monétises. switch pour ah, bah, écoute, j'ai appris un truc. Exactement. Très bien. Bah, moi qui étais à 999 inscrits, C'est tant bon, mieux, je suis rassuré. À chaque fois, je les supprimais les gens, bon, c'était un peu gênant. Et donc cette plateforme permet aussi de monétiser, ces newsletters et donc dans ce biais-là, ils ont créé, l'année dernière, ils ont fait, du gros appel du pied à plein de journalistes, notamment, Casey Newton qui, avant officiait sur un des sites tech les plus connus, qui s'appelle The Verge. Il avait une newsletter qui était vachement bien, qui parlait des plateformes, donc de Facebook, des GAFA, et cetera et des liens politiques qu'il y avait. Et donc ils ont fait un gros contrat avec lui pour qu'il vienne publier en exclusivité et ils ont fait ça avec pas mal d'autres, journalistes et en plus, bah, cette année, ils ont fait une énorme levée de fonds de 65 millions de dollars. Donc pour dire que voilà, le vent vraiment porte cette plateforme et en parallèle, on a Twitter qui a racheté Review, donc une plateforme qui fait exactement la même chose que Substack et Facebook qui a lancé sa propre plateforme qui s'appelle Bulletin. Donc, là, ça il y a beaucoup de traction, quoi. Donc pas mal de sujets autour des newsletters. Finalement, pourquoi ça redevient intéressant? Mmh. Pourquoi on commence aujourd'hui à avoir de nouveaux acteurs émerger? Pourquoi les réseaux sociaux s'y intéressent? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? Mais en fait, ce qui est bien, c'est que entre l'auteur et le lecteur, tu as un lien direct. Tu pas d'histoire de référencement, d'optimisation de tes articles pour arriver en numéro un sur Google. Tu pas besoin de passer par les réseaux sociaux qui, en fonction d'un algorithme, vont plus ou moins mieux te placer chez tes lecteurs. Là, c'est vraiment, tu es inscrit, tu reçois. Mais est-ce aussi simple? Ah, c'est pas aussi simple. J'ajouterais juste peut-être deux petits Ouais. points, deux petits autres avantages de la newsletter. Le premier, c'est que finalement, tout le monde a une adresse mail. Alors que tout le monde n'a pas forcément un compte sur tel ou tel réseau social. Mmh. Et puis, les gens qui ont une adresse mail, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, même mon adresse perso, je la consulte tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, tu as un vrai sujet finalement de consultation régulière, là où certains réseaux sociaux, il peut y arriver plusieurs jours sans que j'y aille. Mmh. Et puis enfin, c'est quand même le canal de contact, l'adresse mail,
que tu utilises potentiellement depuis le plus longtemps. C'est vrai. Puisqu'en fait, voilà, on en parlait, c'est depuis l'invention du web, mais voilà, il y a fort à parier que l'adresse mail, que j'utilise pour te contacter, tu l'as depuis quelques années. Je pense, vu que c'est une Gmail, à au moins 15 ans à mon avis. Facile. Heu et donc voilà, donc c'est quoi le support de communication que tu utilises depuis 15 ans ou plus, à part peut-être ton téléphone portable? Donc Mmh. en vrai, voilà, d'ailleurs, tu t'es inscrit sur tes réseaux sociaux en utilisant cette adresse mail, ce qui nous dit qu'elle était là avant et qu'elle sera là après. Donc en vrai, une fois que tu as chopé l'adresse mail de quelqu'un, pour dire les choses d'un point de vue un peu marketing, tu peux finalement, échanger durablement, et quotidiennement avec cette personne, sous réserve qu'elle accepte de recevoir tes emails. Mais voilà, ça reste un canal quand même hyper plébiscité et puis Mmh. justement qui présente les intérêts que tu as évoqués juste avant par rapport aux algorithmes des différents réseaux sociaux. Et juste, j'en rajouterai un dernier, c'est que Il y c'est en a beaucoup décidément. ouais, c'est clair, c'est qu'en fait, c'est simple, c'est juste du texte. On là, on n'a pas d'excuses. Là, autant, bah, pour un podcast, on doit utiliser un logiciel, brancher le micro et cetera. Pour faire de la vidéo, il faut filmer, il faut monter, c'est un peu complexe. Là, faire une newsletter, finalement, on a juste à se poser, rédiger et cliquer sur envoyer et c'est parti, quoi. Donc c'est vrai que c'est cette simplicité aussi, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de, bah, de regain d'intérêt, fort pour la newsletter. Et puis les outils sont de plus en plus simples et voilà, on le disait Mmh. tout à l'heure avec, certains qui ont des volets gratuits assez intéressants. Auparavant, tu devais payer, l'erreur Mmh. que tu as faite tout à l'heure, elle est pas innocente, hein, c'est que beaucoup des outils, nécessitent de payer au-delà d'un certain volume, Mmh. heu et maintenant on voit des outils arriver, qui justement basent leur business model sur, l'aspect directement monétisation plutôt que le nombre de mails que tu envoies et du coup Mmh. ça aussi, ça pousse les gens à se lancer. Et puis c'est très facile demain, hein, voilà, tu changes de plateforme, tu as juste à exporter une liste d'adresses mail pour repartir sur une autre plateforme. Il y a Mmh. beaucoup moins de friction par rapport à d'autres supports, notamment. Ouais, c'est sûr. Mais tout ça n'est pas aussi simple en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'intérêts, mais voilà, on a aujourd'hui, on disait tout à l'heure, hein, les GAFA qui s'intéressent aux utilisateurs, et il y a une bonne raison à ça, c'est que du coup, ils maîtrisent un petit peu moins ce qui se passe. Leurs algorithmes ont un peu moins d'empreinte sur ce que tu peux voir, mais c'est pas toujours vrai. Je crois que tu as un exemple à nous relater. Mmh. Alors, par exemple, tu as Google qui a le fameux, onglet promo, qui à l'origine s'était fait enfin, d'après leur publicité officielle, c'était de dire: «Ah bah là, c'est tout le retargeting promotionnel, donc les pubs pour, acheter, un nouveau frigo, une nouvelle voiture, aller faire vos courses et cetera». Sauf qu'au final, bah, dans cet onglet promo, ils y mettent un petit peu ce qu'ils veulent en fonction de leurs algorithmes, mystérieux et ouais. Exact. Mmh. Ouais, du coup, et c'était le sujet d'un des articles je t'ai fait tourner. Mmh mh. C'est qu'on a, voilà, on ne sait absolument pas comment une newsletter arrive dans l'onglet promo, comment elle en sort. Il y a même certains éditeurs qui disaient, voilà, j'ai peut-être 10% de mes abonnés Gmail qui me reçoivent et ne recevront jamais aucun email de moi parce qu'ils arrivent directement en promo. Et en fait, c'est pas, c'est là où c'est un peu perturbant, c'est que il n'y a pas forcément de règles. Il n'y a pas forcément de règles. La même newsletter, que ce soit chez toi ou chez moi, alors qu'on utilise tous les deux Gmail, bah, peut-être Mmh. moi, elle va arriver en promo, versus toi, elle n'arrivera pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, du coup, ça peut impacter ton, ton rating et la qualité sur laquelle est perçu l'expéditeur du mail. Et donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une partie des personnes qui s'inscrivent à ta newsletter qui font cet effort-là Mmh mh. et qui finalement jamais ne recevront de mail et ça peut poser des problèmes. Mmh. Et du coup, voilà, Clairement. c'est aussi ce sujet qui est un petit peu délicat parce que en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de là où on pensait que voilà, finalement les GAFA, donc là c'est plutôt Google en l'occurrence, hein, euh, n'avaient pas trop d'impact. Finalement, on se rend compte qu'ils peuvent quand même, voilà, même si on ne parle pas de référencement, même si on, via d'autres outils, ils peuvent finalement impacter la visibilité de certains contenus de newsletters. Mmh mh. Mais bah, on parlait de Google, mais c'est pas le seul finalement qui pose des soucis aux éditeurs de newsletters. Il y a également Apple. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors Apple effectivement, qu'est-ce qu'ils font? C'est que dans la prochaine version donc de iOS, iOS 15, ils vont,
restreindre le tracking sur sur les newsletters et sur les emails en général. Donc, les marketeurs, autant vous dire qu'ils s'arrachent déjà les cheveux parce qu'ils auront beaucoup moins de chiffres, sur, ce qui va se passer en fait, sur la manière qu'ont les gens de consommer, les newsletters, qu'ils envoient, quoi. Donc ça effectivement, Peut c'est gênant. peut-être un mot, hein, parce que c'est peut-être pas, enfin, tout le monde est peut-être pas familier avec cette notion-là, mais en fait, c'est quoi le tracking que tu as sur le newsletter? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres un email, finalement, tu as une notification, qui te dit, simplement, si le mail a été ouvert ou pas. Tu peux même avoir des informations plus précises sur quel type d'appareil il a été ouvert, combien de fois Mmh. il a été ouvert, à quelle heure il a été ouvert. Et tu peux même avoir des notions sur le réseau que utilisait la personne lorsqu'il a ouvert la newsletter. Mmh Donc mh. en fait, voilà, ça c'est le point vraiment intéressant, c'est que il y a un beaucoup de tracking sur les emails et la dernière version d'iOS que j'ai installée, finalement, elle est hyper claire. Dès que tu ouvres l'application mail, il te dit: «Est-ce que vous souhaitez arrêter d'être traqué?» Mmh mh. Quand on te présente les choses comme ça, forcément, tu as 2 cases, soit je veux pas être traqué, soit j'accepte de partager mes données. Ouais. Franchement, quand on te présente les Mais choses comme ça, pourquoi il y je a peu dirais de oui chances en que tu fait? acceptes. Bah oui, Et bien sûr. exactement. Et en fait, comme il y a 80, alors c'est une stat qui m'a étonné, mais 90 des emails qui étaient ouverts sur iPhone, ça me paraît vraiment fou, mais je sais que voilà, la consommation des emails, elle se fait déjà désormais plus sur le Mmh. mobile que sur le desktop. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'un acteur comme Apple intègre ça dans son application de mail, qui est l'application par défaut, bah, en fait, ça pose de vrais problèmes parce que la majorité des personnes utilisent l'application par défaut. On en Mmh. parlera tout à l'heure dans notre choix d'application. Mais en tout cas, voilà, le fait que potentiellement il y ait des changements comme ça peut impacter toute une industrie puisque bah, on parlait des éditeurs de newsletters, mais en fait, il y a également tous les emails marketing finalement qu'on reçoit. Tout ça, finalement bloque, assez, fortement, tout le retracking, tout le retargeting et il y a tout un pan d'économie numérique qui va, être impacté, là-dessus. Carrément. OK. OK, Bon. Et bien, next. sujet 3. OK. Alors, donc le sujet 3, c'était un sujet, que tu nous as remonté qui était assez intéressant, qui était, en fait, la manière dont, finalement, l'armée aujourd'hui, fait appel à des auteurs de science-fiction. Alors là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Heu, je sais que la réalité, des fois, on l'a vu il y a ces quelques mois, dépasse la fiction, mais en fait, quel est le fuck, quoi? Pourquoi, Ouais. du coup, l'armée fait appel à des auteurs pour rejoindre ses rangs? Alors en fait, ils ont pas vraiment rejoint l'armée. Donc c'est un article sur Le Monde, on vous mettra le lien, en PJ. Je vous conseille vraiment d'aller lire parce qu'il est vraiment très long et très, très intéressant à lire. Hem, En fait, c'est l'armée, de terre ou non, le ministère des armées, donc de façon générale, il a fait appel à des créateurs, donc des écrivains, des scénaristes, des dessinateurs de science-fiction, dont le but était d'inventer des menaces futures vraisemblables. Donc c'est important, il faut que ça soit quand même vraisemblable, à partir d'un scénario que l'armée a donné. Et donc ça, c'était ce qu'ils appellent la Red Team. Et en face, on avait la Blue Team, qui est composée uniquement de membres de l'armée. Et leur but, c'était de contrer ces menaces que les créateurs auront créées. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bah, c'est très simple, c'est que l'armée, si on lui demande de penser, à des choses, hem, heu, si on leur demande, bah, de penser à des trucs qui risquent d'arriver, ils vont beaucoup se baser sur leur expérience, leur existant et ce qu'ils connaissent déjà. Alors que si on demande à des externes, ils pourront avoir d'autres idées et pouvoir, apporter, ces idées fraîches. C'est, en fait, c'est basé sur le jeu du, «et si?» «Et si ça se passait? Et si ça se passait?» Et donc ça, c'est, parce que finalement, l'armée, elle a besoin aussi de préparer ce qui va se passer, dans le futur, dans 10, 15, 20, 50 ans, pour pouvoir défendre les intérêts de la France. Donc plus on anticipe, plus on aura des solutions pour se préparer à ça, en fait. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que ces auteurs-là, ils identifient des menaces qu'on n'a pas, forcément encore en tête? Mmh. Tout à fait.
Ouais, ouais et ça va assez loin et donc on peut voir le une partie, alors juste une partie des résultats de ces travaux sur le site redteamdefense.org, sous la forme de textes, de dessins, de vidéos. Mais bien sûr, tu as une grande partie qui va être, restée secret défense, parce que le but, c'est vraiment d'aller au fond des choses et de trouver, des problématiques, réelles, enfin potentiellement réelles et concrètes, pour pouvoir, trouver des solutions, et s'y défendre. Donc, forcément, on peut pas les laisser les partager à n'importe qui pour, sous le risque de donner des idées. C'est hyper intéressant en tout cas comme approche parce que voilà, ça permet un peu de sortir du cadre et de le fait d'interroger justement des personnes dont le job, c'est vraiment d'avoir une imagination débordante. Ça permet aussi, voilà, peut-être d'être exposé à des éventualités auxquelles on n'aurait pas du tout pensé avec une approche rationnelle. Mmh mh. Moi, je vois vraiment l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que qui aurait imaginé que le monde entier soit mis sous cloche pendant 18 mois avec des confinements, avec des trucs. Enfin, ça, Exactement. n'importe qui t'en aurait parlé un an avant, t'aurais dit, mais c'est impossible, quoi. Mmh. Et ça nous montre bien, si on avait besoin d'un exemple, que finalement, voilà, il y a des scénarios auxquels même la science-fiction n'oserait pas penser, peuvent devenir réalité aujourd'hui. Donc, je trouve Mmh que mh. c'est vraiment très pertinent comme approche. Exactement. Ouais, ouais. Non, enfin moi ça m'a beaucoup, intéressé comme sujet. OK, bah, du coup, on partagera le lien, de redteamdefense.org, dans les notes de l'émission. Mmh et merci pour votre attention, chers Super. auditeurs. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast. Ça nous aide le plus. En mettant 5 étoiles, vous nous permettrez de remonter et donc à d'autres gens de découvrir ce podcast. Exactement. Je dirais même de monter vu que nous sommes tout en bas, étant Oui, donné que nous venons de commencer. Donc on prend tout feedback et surtout, voilà, si vous souhaitez être prévenu à chaque fois qu'on sort un nouvel épisode, c'est-à-dire tous les 15 jours, c'est très simple. Vous allez sur le site encoreunpodcast.tech, et il y a tous les liens vers les plateformes et le lien vers notre newsletter pour la recevoir à chaque fois qu'on sort un nouvel épisode. exactement et vous Et pouvez puis, vous pouvez également aussi vous vous abonner ah, à nos vas-y. newsletters. Quelle synchronisation! Greg aussi. Yes! Bah, la mienne, c'est facile, c'est Greg, Tayeb, .substack, dont on parlait tout à l'heure, .com. Et moi, c'est lebrief.tech, donc lebrief.tech, mais c'est aussi sur Substack. Voilà, et nos newsletters sortent toutes les semaines, le dimanche pour celle de Rémi et le mardi pour la mienne. Cool. Bon, merci Merci à beaucoup vous, à et merci bientôt. à vous. Ciao Rémi. Salut!